Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir, M. Bernier. Alors, vous étiez à Bruxelles pour le 3e forum des régions ultra-périphériques de l'Europe. Les choses sont claires, vous n'êtes pas venu faire de la figuration, vous n'êtes pas venu manger les petits fours. À vos yeux, la réglementation n'est pas adaptée à la Guyane et vous le dites clairement. Disons que ce n'est pas totalement le cadre réglementaire parce que nous sommes sur la stratégie de Lisbonne et sur le 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc nous sommes dans le cadre réglementaire. Le problème, c'est la compréhension. Il ne faut pas que ces forums soient des forums de la parole, du protocole, des rencontres de complaisance. Il faut véritablement que, un, on nous respecte, deux, qu'on nous laisse le temps de s'exprimer et que nous puissions échanger véritablement avec les commissaires et les directeurs du service de la division régio. Vous parlez du temps parce que le temps est important. On a souvent très peu de temps pour exprimer les choses. Tout est contrôlé. Au départ, nous avions 5 minutes. Après, on nous a accordé 7 minutes. Ensuite, le repas, c'est 1h15. La photo avec Barroso, c'est 30 minutes. Enfin bref, chaque chose est contrôlée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait plus d'humanité. Alors, cette question des 8 km, non, en fait, M. Lurel avait parlé beaucoup. Il avait franchi pratiquement 15 minutes. Bon, c'est un ministre, on peut comprendre. Par ailleurs, c'est le président de l'association des régions ultra-périphériques aujourd'hui. Donc, il avait largement dépassé son temps de parole. Et puis après, la présidente s'amusait systématiquement, dès lors qu'on arrivait à 7 minutes, à sonner sa cloche. Qu'importe. Et au moment où moi, on m'adresse la parole, avant même d'arriver à la tribune, elle me fait déjà ses premières recommandations. Là, ça m'a agacé. Et donc, je lui ai dit effectivement que je ne peux pas accepter d'avoir fait 8 heures de vol, d'avoir fait 2 heures de train, d'avoir 5 heures de décalage horaire et de venir pour qu'on puisse m'empêcher de parler. Donc, c'est où on me laisse parler, ou moi, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Et puis après, j'ai donc exposé à ma façon mon discours, parce qu'en fait, ce sont des discours qui sont très programmés, très normatés, qui ne visent pas à poser spécifiquement nos réalités, nos handicaps. Et donc, à partir du moment où mon discours, visiblement, a touché l'auditoire, tout le monde s'est reconfiguré sur notre réalité. Alors, à savoir quoi? À savoir l'octroi de mer, sur lequel donc, nous voulons avoir des différentiels plus importants. Nous voulons aussi revoir le concept même du marché anti-Guyane sur lequel nous perdons 3 millions d'euros. Nous voulons revoir le problème qui concerne nos produits spécifiques dans le cadre du POCI. Et puis enfin, nous nous battons pour les fonds structurels. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des axes bien précis dans les fonds structurels. Il y a, si vous permettez, le FEDER qui est de 333 millions, où là, on a augmenté la dotation. Donc, beaucoup d'augmentation, mais les sous, ça ne suffit pas. Ça ne va jamais suffire. Vous avez une stratégie. Ça ne va jamais suffire, parce que la Guyane est un pays qui a une croissance exponentielle sur le plan démographique. Nous sommes au même niveau que la Namibie, que le Zimbabwe. On a une forte croissance. On est pratiquement sur l'île de Cayenne à plus de 4,5. À Saint-Laurent et à Saint-Georges, on est pratiquement à 8,2. Ça veut dire qu'on a une population qui a plus de 55% à moins de 20 ans. Dans ce que nous avons dans le corps des moins de 20 ans, plus de 32% en moins de 17 ans. Donc ça veut dire qu'on a une population très jeune. Donc plus le territoire va s'amplifier par une croissance démographique, plus il faudra accroître les besoins. Et donc le cadre normatif des fonds européens, il est rigide. C'est le FEDER pour tout ce qui touche à l'eau, l'assainissement, les lycées, donc 333 millions, on augmente de 12%. C'est la formation professionnelle, 54,6 millions pour tout ce qui touche à la formation en soi, à l'insertion en soi. Donc là, on a augmenté pratiquement de 29%. Et c'est ensuite le FEADER qui touche au monde agricole, où là, on a fait un bond exceptionnel de 46%. Et là, on est à 112 millions. Mais ça reste insuffisant. Et c'est là notre discours. De dire qu'on n'est ni la Guadeloupe, ni la Martinique, encore moins Mayotte. Alors justement, on parle souvent de spécificité guyanaise. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Spécificité guyanaise. Et bien sûr, votre rôle de politique, c'est de le marteler en permanence dans l'Hexagone, sauf que ça fait effectivement des années qu'on l'entend. C'est quoi la stratégie à mettre en place pour que le message soit suivi d'actes? Ils le savent que la Guyane est spécifique. Ils le savent que sur le fleuve, on va à l'école, en pirogue, etc. Comment faire pour que le message... Ils ne le savent pas toujours, malheureusement. Parce que ça Parce qu'il y a d'abord le rapport franco-français qui participe aux arbitrages, notamment depuis les derniers règlements de décembre 2013. Mais ensuite, il y a le rapport direct de la région avec ses partenaires.
Et quand je dis la région, c'est à la fois le département, c'est le CNES, ce sont des partenaires forts qui sont autour de la région. Le problème de la spécificité, c'est d'abord et avant tout faire comprendre que nous ne venons pas en mendiant. Nous ne venons pas à genoux. Nous venons avec l'atout du carbone. On est un tiers de l'oxygène de la planète à l'heure actuelle par rapport au bassin amazonien. Nous venons avec l'une des plus grandes ressources halieutiques, qui est donc notre ressource marine. Tout à fait. Nous venons avec nos ressources potentielles en matière minière. On parle de l'or, mais tantalite, terres rares, etc. Et nous venons avec le port spatial. Donc, je considère que l'Europe a une dette envers nous, comme la France a une dette envers nous. Et c'est fort de ce discours-là qu'on s'appuie pour nos spécificités. En Martinique ou en Guadeloupe, on parle de moins en moins de l'assainissement, parce que le maillage a déjà été fait. Mais en Guyane, par exemple, à l'époque où j'étais président de l'agglomération, on a sorti une usine d'eau potable et d'assainissement. Mais il faudrait en faire 4 en Guyane. Il faudrait en faire à Saint-Laurent, il faudrait en faire à Saint-Georges, il faudrait en faire à Maripasoula. Ça veut dire que sur 200 ans, la Guyane doit investir maintenant pour se mettre aux normes européennes en matière d'eau potable, en matière d'assainissement, en matière de numérique, en matière des lycées. Aujourd'hui, on va sortir un lycée à Saint-Laurent. Démographie, bien sûr. Hein. Oui, mais qu'importe. Cette spécificité-là, il faut que la France la porte et la reconnaisse. Je vous rappelle que le dernier rapport du commissaire Solbes, il dit quoi? Il dit qu'on est la seule région d'Europe à s'appauvrir avec les fonds européens. Ça veut dire que plus les crédits augmentent, plus la population elle augmente en excédent démographique, qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper ce retard. Au moment où je vous parle... Donc il faut toujours demander plus. Tout à fait. Au moment où je vous parle, si on met en place sur 15 ans la construction de 5 lycées, de 8 collèges et de 30 groupes scolaires, c'est 1,3 milliard. D'accord. 1,3 milliard. Donc vous voyez, or 1,4 milliard, c'est pratiquement le niveau des grandes régions de France. Parlons de l'Assemblée plénière. Pour la première fois, la région va gérer le transfert de gestion de fonds européens. C'est une première. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On parle de 523 millions d'euros sur 7 ans. C'est un transfert de compétences, hein, que les choses soient claires. Ah, il n'y a pas seulement de compétences. Il n'y a pas plus d'argent. Mais dites-nous. Ah non, il y a plus d'argent parce qu'on augmente de 27% l'enveloppe. J'estime que mes services ont très bien travaillé. Encore une fois, je ne suis pas dans la quémande. Mais il faut d'abord reconnaître que les services qui sont autour de moi, toute tendance, enfin, toute forme communautaire possible, nous avons bien travaillé. 27% l'augmentation de la Guyane. Le cas du FEADER est exceptionnel, 43% d'augmentation. Ça reste insuffisant. Vous dites que vos services ont bien travaillé. C'est un combat, c'est pas un transfert, on va dire, classique. Non. Il a fallu se battre pour avoir ce transfert. Je vous rappelle que Barroso, quand il a pris la parole, il a dit c'était extrêmement difficile de faire comprendre aux 28 États européens qui siègent à la Commission qu'il y avait le cas des RUP, c'est-à-dire des régions ultra-périphériques. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Madère, Açores, etc. C'est compliqué. Donc, premier élément, on augmente l'enveloppe. Deuxième élément, quoi qu'on en dise, c'est un moment solennel, un moment historique. Parce que ça veut dire que ce combat qui a été mené par tous les présidents avant moi, aussi bien par M. Otili, par M. Karam et bien d'autres en France, qui voulaient que nous puissions gérer les fonds européens, eh bien, le bon Dieu fait que ce soit moi qui aujourd'hui, qui représente la région avec ma majorité et toutes tendances confondues, allons gérer ces fonds. Ça veut dire que c'est plus le préfet, c'est plus le préfet qui ordonne les dépenses, ce sera la région. Alors c'est pas une personne, il y aura des commissions. En plus, il y a des contrôles énormes parce que je rappelle que cette compétence elle est à la fois financière et pénale. Mais en termes de responsabilité. Mais ce qu'il faut noter, et c'est ce à quoi cette Assemblée a eu comme but, c'est qu'il y a une loi du 27 janvier 2014 qui a été suivie par un décret pris au Conseil d'État du 3 juin 2014 qui nous donne autorité à dire oui, nous voulons. C'est là la forme. L'opposition n'a pas compris ça. On aurait pu très bien dire ben non, laissez à l'État, laissez à monsieur le préfet le soin de gérer. Or, la loi disait vous devez d'abord faire acte de volontariat. Donc, dès le mois de mai 2013, nous avons signifié à l'époque à Jean-Marc Ayrault que nous voulions assumer nos responsabilités. Et aujourd'hui, donc, l'Assemblée, toutes tendances confondues, je suis fort content et fort aise, a donc voté une délibération solennelle qui, pour moi, marquera la volonté des Guyanais d'aménager leur territoire, de partager une vision commune sur un choix d'un destin commun. Je crois que pour moi, c'est un acte essentiel. Alors, il n'y a pas un président qui n'aurait pas aujourd'hui aimé avoir l'exercice de ce pouvoir avec des gens compétents pour dire à l'État, nous avons travaillé ensemble, maintenant laissez-nous peut-être faire des erreurs, mais laissez-nous aussi gérer le pays. Est-ce que ça veut dire, vous, en tant qu'historien aussi, que c'est la suite logique de la départementalisation ?
Tout à fait. Nous sommes dans l'acte 3 de la décentralisation. Je pense à tous les anciens. Je ne suis pas dans les combats inutiles 73, 74. Je suis dans un combat de gestion du pays, de préparer une nation guyanaise, de préparer les Guyanais à choisir leur destin. Et donc cet acte-là, nous l'avons choisi, toutes forces confondues. Aujourd'hui, on va l'assumer. C'est très compliqué, M. Vernet. Ce que je dis, c'est très compliqué. Il faut d'abord avoir 50 personnes autour de nous, des gens qui ont l'expérience, des gens qui ont de la bouteille, des gens qui ont une maîtrise des fonds européens, des gens qui fort souvent parlent 2 langues, 3 langues, et des gens qui feront des déplacements régulièrement sur Bruxelles. Pour ça, on a aidé. On a pratiquement 3,6 millions d'assistance technique payée par les fonds européens. Donc, on aura les moyens. Mais maintenant, il faut les justes personnes à leur place. Alors, avec une telle somme, il s'agit effectivement de les répartir sur des axes porteurs pour la Guyane. Dites-nous, c'est quoi ces axes porteurs-là? Les axes, je vous l'ai dit, c'est le FEDER, toute la partie infrastructure, ouais. École, collège, lycée, les routes, les ponts, etc. Le numérique, le TIC. C'est ensuite toute la formation professionnelle avec un atout, c'est qu'on a réussi à constituer aujourd'hui l'OPRF, qui est notre organisme qui a rassemblé à la fois le CNAM, l'AFPA et IRIC Défi. Donc il y aura des appels d'offres qui seront lancés auprès des porteurs de projets pour lancer des opérations de formation professionnelle, 54 millions. Le FEADER, qui pour moi est une stratégie incontournable, ça veut dire qu'on aura 112 millions pour le monde agricole, avec 2 grandes mesures, notamment la mesure 421, qui permet la modernisation, l'investissement et la mise en place d'exploitations agricoles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une étude faite par ORH Brèche qui définit sur 15 ans comment les Guyanais doivent arriver à une autoconsommation. Comment on doit installer les agriculteurs, aussi bien sur la filière bovine que sur la filière animalière. Et pour moi, à ce niveau-là, je pense qu'on a les outils pour réussir le challenge que l'on veut donc établir. Et puis j'oubliais le dernier volet, qui est la coopération, où là on a eu 18,9 millions, dont pratiquement 14 millions pour le transfrontalier, donc Suriname, Brésil, ouais. Et puis 4,9 millions pour la partie concernant donc la relation transnationale avec le Guyana et le para-Amazonas. Vous avez pris soit 723 millions. Vous avez pris des habitudes de communiquer auprès de la population, notamment chez nos confrères de France Guyane, mais pas seulement. Vous allez continuer à communiquer là-dessus, que le Guyanais puisse savoir comment sont réparties toutes ces sommes. Ça va continuer? J'ai fait 3 propositions à l'opposition. 3 propositions qui n'importent que ma majorité. 1. Une commission ad hoc qui va regrouper toutes les tendances de l'Assemblée, qui va automatiquement avoir transparence, qui va automatiquement avoir une vision des dossiers qui sont portés par la Commission européenne et par la région, ce qui auparavant n'existait pas avec l'État. Une deuxième proposition, c'est que les maires et les EPCI seront systématiquement consultés dès lors qu'un investisseur va établir son fonds d'investissement dans le périmètre concerné par le maire. Troisième proposition, c'est de mettre en place une vraie cellule de communication ad hoc afin que tout Guyanais puisse s'approprier les mécanismes des fonds européens. Ça, il n'y avait pas ça auparavant. Et dans cette cellule de communication, j'ai souhaité que très prochainement, une délégation de la région par rapport aux fonds européens se déplace à Saint-Laurent, à Maripasoula et à Saint-Georges. Après, nous verrons pour la question de l'île de Cayenne qui est plus facile en termes d'accès, de façon à ce qu'un porteur, aussi bien du monde agricole, de la pêche ou de l'industrie, puisse facilement comprendre les mécanismes. Parce qu'un élément important, M. Vernet, c'est que la loi ne m'oblige pas à monter le dossier avec vous. Par contre, la loi m'oblige à l'instruire, à l'animer, à le piloter et à la conduire à la commission de programmation. Donc il faut que quelqu'un puisse former, on va dire, les jeunes personnes qui apporteront leur dossier de façon à bien comprendre comment ça rentre dans un tuyau. On va parler du climat social tout à l'heure. Est-ce à dire qu'il y a des gens qui devront travailler autour de vous, parce que vous parlez de ce projet-là, des gens compétents avec les diplômes qui suivent pour travailler autour de ce grand projet, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. On peut faire espérer des jeunes Guyanais qui nous regardent, qui reviennent de leurs études, pour venir travailler avec vos équipes? Tout à fait. C'est une cellule de près de 50 personnes. Actuellement, elle est composée de 4 personnes. On va dire que le diplôme est important, mais il n'y a pas que le diplôme. Il peut aussi avoir l'expérience. L'expérience, la compétence. La compétence. Alors, d'une manière générale, c'est Bac+4. C'est minimum 2 langues de maîtrise.
Et L'anglais, c'est aujourd'hui, possible, j'imagine? l'anglais, c'est l'élément de base, mais le portugais ou l'espagnol, voire l'allemand ou le néerlandais. Vous allez dans les cellules européennes, il y a ceux qui parlent 5 langues, 7 langues. Le chinois devient important. C'est courant. Maintenant, le chinois y rentre parce qu'il y a des opérations européennes par rapport à la Chine. Mais troisième élément important, c'est que nous avons mis en place 2 antennes. Une antenne à Bruxelles qui est dirigée par Madame Marie-Josée Gauthier qui fait un travail remarquable. D'ailleurs, on va conforter donc autour d'elle la création d'emplois de façon à ce que le lobbying s'exerce de plus en plus avec les différentes divisions de la Commission européenne. Et puis, nous avons une antenne au Suriname avec Madame Mathieu, qui parle également, comme Marie-Josée Gauthier, au moins 2 langues, voire 3 langues, et qui, elle, maintenant, me fait la partie du POA Amazonie, donc la partie coopération. Donc, ça veut dire qu'on va renforcer nos antennes, on va devoir maintenant créer la cellule européenne. Une partie du personnel de l'État va être transférée, c'est obligatoire, c'est la loi qui le prévoit, avec les compensations financières que cela suppose, mais tout le monde à l'État n'a pas envie de travailler pour des élus ni dans une collectivité. Donc il restera une trentaine de postes à pourvoir, et c'est sûr qu'il va y avoir une sélection, on va dire très, très drastique, sur la motivation, sur la détermination, sur la compétence, sur les diplômes, parce que les fonds européens, c'est tout. C'est de la culture, l'agriculture, c'est le sport, c'est le numérique, c'est la téléphonie, c'est un ensemble. Donc les instructeurs sont des gens qui sont en permanence, qui sont bien rémunérés, mais pratiquement qui ont un contrat sur lequel pendant 3 ans, 4 ans, ils subissent des audits, ils subissent des contrôles. Il y a la certification des dossiers qui est faite soit par la trésorerie, soit par l'ASP, ce n'est pas une mince affaire. C'est un autre volet, on va dire, de fonctionnaires indépendant pratiquement de la tutelle de la collectivité régionale. C'était important de le dire. Parlons sur le climat de violence qui règne ici en Guyane. On vous a souvent vu dans les différents médias sur ce climat de violence qui règne. Non, pas beaucoup. Notamment. Pas beaucoup. Quand je dis climat. Balata. Vous, d'accord, ok. Bon, vous vous exprimez, c'est normal, vous êtes le président de région. Oui. C'est vous, avec l'expérience d'élu que vous avez maintenant, président de région, la CACL, l'ancien maire de Cayenne également, vous connaissez, vous êtes un homme de terrain. C'est dû à quoi, vraiment, tout ce qu'on voit là aujourd'hui? Est-ce que c'était prévisible? Prévisible, certainement, mais c'est un phénomène à la fois, on va dire, économique, culturel, et c'est un phénomène qui est lié aussi à l'urbanisation, qui est lié à des complexités sur lesquelles les tenants aboutissants seraient pratiquement trop longs à expliquer, mais d'une manière générale, pour moi, c'est d'abord l'absence d'emploi, l'absence d'activité, l'absence de relationnel intergénérationnel, l'absence également de vie dans les quartiers, dans les cités, dans la ville. Il ne faut pas chercher qui en est responsable, il faut avoir une vision globale. Et ce n'est pas non plus en pratiquant de la sanction ou de la répression qu'on va aboutir aux choses. Moi, je prends 2 exemples. Un exemple que je viens d'avoir à Matoury avec le maire et avec M. Serville et avec le président du centre de la plateforme initiative, M. Cantou. Oui. À partir du moment où on crée de l'emploi, nécessairement on fait reculer la violence. Et quand je vois des jeunes hommes qui arrivent à monter leur structure d'auto-école, de beaux-arts, de prestations en service, pour moi c'est un recul de la violence. Parce que chacun crée à côté des emplois, chacun crée une dynamique économique et ça crée en même temps une respectabilité par rapport à ces mêmes jeunes qu'ils fréquentent et ça stimule la jeunesse vers la création d'emplois. Pour moi c'est le premier élément, la création d'emplois. Le second élément c'est à travers le sport et la jeunesse. Voilà, c'est créer une dynamique. Créer une dynamique. Et donc j'ai pu me déplacer soit à Balata ou ailleurs pour des problèmes, on va dire, quotidiens, mais je ne désespère pas. Moi, je pense que c'est une vraie table ronde qui doit avoir lieu, avec des tenants et aboutissants. Ce n'est pas une affaire d'association, c'est une affaire de tes parents, des parents d'élèves, des enseignants, de tout le monde, de la société, de façon à ce que le cadre normatif soit remis en place sur d'abord le rôle du citoyen, sur la prise de conscience d'individus. Tout le reste pour moi n'est que parole. Parole. Alors justement, vous parliez d'occuper les jeunes, le sport, c'est clair, les formations, et formations vous y tenez, et surtout à travers les métiers de la culture. Souvent on en parle, mais peut-être qu'on ne prend pas forcément le bon chemin. Développer les métiers de la culture. Un jeune qui a du mal sur les longues études ou qui n'a pas les moyens non plus de faire de longues études, ceux qui ont du mal à l'école, tout simplement, peuvent, à travers la culture, trouver des métiers qui peuvent leur plaire et gagner leur vie à travers ça. Est-ce que vous mettez en place des choses là-dessus?
des métiers à travers la culture, encore plus développer cette chose-là? Ah non, mais je vous invite à parcourir notre schéma de développement culturel. Je vous invite également à visiter notre EPCC, qui est dirigé par Madame Pedro Leal, pour voir la création des postes qui est concomitante à l'opération. L'école de musique, l'école de danse, dans certaines vont avoir un label au niveau national. Il y a aujourd'hui une création de postes qui est liée aux fonctions culturelles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également des bourses qui sont accordées. Il y a moins d'une semaine, j'ai reçu un jeune qui est parti pour faire une licence de saxo en musique jazz. Eh bien c'est un garçon à Toulouse, à Toulouse, vous devez le connaître, c'est un garçon qu'on va soutenir, qu'on va appuyer, et venant des familles très défavorisées, on va peut-être même l'aider à acheter son matériel musical. Parce que nous considérons que tant que nous avons l'enveloppe, que l'on peut justifier, que l'on peut la sortir par un rapport qui passe aux commissions permanentes, eh bien on peut le faire. Et donc ce n'est pas que le sport, c'est l'ensemble des métiers. Vous ne vous imaginez pas aujourd'hui le nombre de Guyanais faisant des études dans les domaines de la mécanique, dans le domaine de l'aviation. On a aujourd'hui une cellule en Guyane dirigée par M. Otili qui forme des pilotes d'avion, qui forme des pilotes d'hélicoptères. Bref, le pays est en train de changer. Aujourd'hui, nous avons des diplômés en matière de navigation maritime à Kourou avec une école maritime. C'est une diversification. L'intérêt pour moi, c'est l'enveloppe. Pour l'instant, on n'a que 54 millions. On doit prioriser dans les priorités, donc des choix qui sont opérés. Mais pour moi, l'intérêt est d'arriver un jour véritablement à développer ce volet de la formation, de la culture même, on va dire, de façon à ce que ces cadres puissent nous revenir, ces personnes puissent revenir au pays et donner ainsi donc la force dont elle a besoin. En tant que président de région, vous devez gérer plusieurs choses en même temps, des conflits sociaux notamment, débrayage du SPAT, un syndicat sur 4. Dernièrement, on parle de dysfonctionnement, personnel maltraité, système de flicage. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus avant qu'on parle d'assemblée unique? C'est compliqué ces choses. Vous savez, je parle pour moi. Quand on vient à la région, en tout cas, quand les circonstances m'ont amené à quitter la mairie de Cayenne pour venir à la région, j'étais venu, moi, pour bâtir des ponts, des routes, des écoles. Moi, une qualification, j'aurais aimé, c'est d'être bâtisseur, donc de construire mon pays. Le dialogue social, il existe, mais c'est compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai appris un débrayage en mon absence, je le regrette. J'ai souhaité, pas plus tard que hier, de retourner dans l'étape de négociation avec le syndicat, mais de grâce, que de procès qui sont faits. On ne va pas dire qu'ils sont faits à l'inverse de ce qu'on peut attendre, mais bon, que voulez-vous, ce sont des passages obligés, je m'y plie et donc je continue mon travail. Alors on a retenu surtout manque d'informations sur la collectivité unique, on en parle là-dessus. Non, alors là c'est faux. Non, là, s'il y a une collectivité... Vous faites des séances d'information souvent? Alors là, s'il y a une collectivité qui est en marche pour la collectivité unique, c'est bien celle-là. Et aujourd'hui, je prends un témoin, il y a un service pour l'instant avec une personne, mais bientôt avec 3 personnes, pour favoriser le dialogue, favoriser les passerelles pour expliquer qu'est-ce que la collectivité. Je ne suis pas de ceux qui font un chantage avec le personnel. Je ne suis pas de ceux qui font une manipulation pour faire croire qu'on va vers un monde inconnu. La collectivité unique, nous l'avons choisie. Nous l'avons définie. Le calendrier est respecté? Le calendrier en son box, c'est l'État. D'accord. C'est l'État. Mais par contre, le calendrier sur le personnel, la formation du personnel, au chiffre près, je peux vous dire qui va avoir son évaluation, sa formation, son encadrement, ses grades, ses qualités, sa titularisation à la région de Guyane. Du personnel AT des lycées au personnel interne aux agences. Je crois qu'il y a un travail remarquable qui a été fait. Il ne faut pas qu'on fasse des procès là où il n'y en a pas. Sur la collectivité unique, c'était mon choix. J'ai fait un choix en disant qu'il faut préparer tout statut à venir, 74, sui generis, qu'est-ce qu'on veut, mais avant il faut le préparer. L'histoire démontre aujourd'hui que nous avions raison. Donc on prépare notre personnel. Maintenant, il y a des réunions qui sont tenues par le collègue Boris Chansit et M. Canavi pour le département, qui fonctionnent. Les syndicats maintenant y ont accès. Je crois qu'il faut aller au prorata de la mesure du temps qu'on s'est accordé. Alors, une question quand même, puisque on entend les gens, que ce soit au Conseil général, que ce soit à la région Guyane, le personnel, lui, ne veut savoir qu'une seule chose. Il n'est pas politique, il veut savoir s'il va garder son poste, que ce soit à la région ou au département. Là, nous sommes au Conseil régional, parlons de la région Guyane. On sait tous que dans une fusion, il y a toujours des gens qu'on laisse comme ça sur le carreau, malgré le fait que certains patrons le disent, on l'a vu dans le système bancaire, disent personne ne va perdre d'emploi. À l'arrivée, il y a quand même des gens qui perdent leur emploi. Aujourd'hui, Rodolphe Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire que certaines personnes,
Peut-être qu'il y a une logique aussi, une logique financière. Hein. C'est pas non plus difficile de dire on va peut-être perdre 10, 15, 20 emplois. Monsieur Vernet, je suis un politique et je suis un homme libre. Je fais de la politique. Le jour où je vais m'arrêter, tout à l'heure on parlait du vélo, on fera notre vélo tranquille, on sera assis à la palmiste et on va regarder les habitants, ceux qui veulent nous saluer. Très bien. Donc moi, je n'ai pas une parole à la Voltaire, j'ai une parole claire. On s'est engagé pour que tous les contrats soient respectés, sauf faute professionnelle, je le dis, tout le monde aura son poste. C'est pourquoi je vous dis, il y a une grande manipulation qui est menée, une psychose qui est menée. Donc les gens peuvent être rassurés là, après le discours comme ça. Mais ils sont de la fonction publique, monsieur Vernet. On ne met pas dehors un fonctionnaire. On ne licencie pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Dans le privé, ça peut être se faire. Mais ici, les gens, ils ont un encadrement par des syndicats. C'est balisé. Ce sont les CDD qui peuvent... Mais non, tout va être maintenu. Ce n'est pas un problème de 1 plus 1 égale 2. C'est un problème de volonté politique, d'identité politique. Aujourd'hui, par contre, il va y avoir des redistributions de postes. Que l'on me dise qu'il va y avoir des mobilités, que peut-être que celui qui habite Saint-Georges veuille rester à Saint-Georges et qu'on conforte l'antenne de Saint-Georges, de Maripass ou là d'ailleurs, pourquoi pas. Il va peut-être avoir des redistributions, c'est certain, au niveau de l'organigramme. Mais personne ne peut dire que demain, il va être du jour au lendemain licencié. En tout cas, ce n'est pas la volonté que nous, on a manifestée. Et ce que vous me dites là, ils le savent? Mais je le dis partout ailleurs. À tel point que, je viens de vous dire, il y a une circulaire de 2013 qui est sortie contre la précarité au niveau des postes. Nous l'appliquons aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les personnels qui ont été embauchés sur des bases contractuelles sont en train de passer progressivement à être stagiaires pour être après être titulaires. Donc, il ne faut pas qu'on fasse ce genre d'allégations qui n'ont pas lieu d'être. Parlons de situation financière. Quelle est la situation financière réelle de la région entre les chiffres annoncés et les dépenses? Y a-t-il un équilibre financier, contrairement au département qui n'a pas les mêmes missions, hein, que les choses soient claires? Ne faisons pas de comparaison comme ça, mais quel est l'équilibre? Je laisse mes collègues du département s'exprimer. Très bien. D'accord. Et moi, je parle pour la région. Allons-y. Aujourd'hui, la région, non seulement elle est équilibrée, mais en plus, elle a un excédent. Et dans l'excédent qu'elle a, c'est ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. Nous sommes pratiquement à 12 millions de CAF. En trésorerie, on a à plus de 8 millions. Vous allez apprendre bientôt, et si on me le permet de dévoiler le secret, donc vous aurez le scoop, nous allons lever un emprunt. De façon à aider à la région de passer le cap justement de la collectivité unique. Parce que je vous rappelle que depuis 4 ans que je suis ici, notamment depuis 3 ans, nous votons notre budget non seulement totalement en équilibre, fonds de roulement, CAF, trésorerie en cours, mais en plus nous avons mis de l'ordre dans les finances parce que, on a mis ce qu'on appelle les lignes en autorisation de paiement et en crédit de paiement, d'une part, donc une plus grande visibilité et transparence. Et mieux, n'ayant pas pratiqué l'emprunt, nous avons conforté la trésorerie. Donc on est capable aujourd'hui, les rencontres ont commencé avec les banques, l'AFD, la CDC, de façon à lever un emprunt. Et cet emprunt-là, il va être fait, qui signifie donc la clarté de notre budget, la sincérité de notre budget. Et mieux, nous avons réduit l'endettement de la région. Notre endettement correspond à ce que n'importe qui, quand vous allez acheter une voiture ou une maison, à dire on est à 7 ans. On n'est pas à 30 ans, à 40 ans, à 200 ans, on est à 7 ans aujourd'hui en termes d'annuité par rapport à la dette de la région. Je crois qu'on est de très bons élèves et le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes le stigmatise et le précise. On voit le logo de la région sur quasiment toutes les manifestations. Vous ne pouvez pas tout accompagner, Rodolphe Alexandre, c'est pas possible. Je suis un homme culturel, monsieur Vernet. Je suis dans la culture. Ce n'est pas la politique qui m'a fait, j'ai fait de la politique. Et ce n'est pas une prétention que je le dise, je suis avec le monde culturel, quel qu'il soit. Donc quand vous voyez les logos de la région, il est normal, quels que soient les moyens qu'on apporte un accompagnement. Le second élément, c'est que nous sommes, et nous avons la vocation en matière économique. Notre compétence, elle est économique. Donc si vous nous voyez partout, ça prouve qu'on travaille, ça prouve qu'on suit et qu'on accompagne donc l'intérêt économique de la Guyane. L'état de certaines ligues sont dans des situations catastrophiques. Là encore, c'est difficile, j'imagine, d'aider tout le monde. Comment on fait pour que le basket puisse retrouver ses lettres de noblesse et pour que certaines ligues puissent retrouver un équilibre également? Ça, vous ne pouvez pas... Non, on ne peut pas non plus être le Père Noël. C'est la question. Pas être le Père Noël. Non, sur les grandes opérations interrégionales, internationales, comme en ce moment, nous avons une équipe de football, une sélection qui s'est rendue à Haïti,
le département ne pouvant plus l'accompagner, la région a pris donc le relais, c'est 40 000 euros. C'est 40 000 euros. Plus ils iront loin, plus ça va augmenter. Mais nous estimons que c'est une référence pour la Guyane. C'est un rôle d'ambassadeur qu'ils font pour la Guyane. Vous ne voulez pas qu'ils s'arrêtent juste pour faire des économies? Non, on n'a pas le droit de sacrifier la jeunesse. Là, on fait des choix de priorité. On peut peut-être diminuer ailleurs, réduire ailleurs la voilure, mais on n'a pas le droit d'empêcher de jeunes Guyanais talentueux, surtout agglomérés à ceux de France, pratiquement semi-professionnels ou professionnels, qui apportent la couleur de la Guyane, de la Caraïbe, on ne peut pas le faire. Et je crois que n'importe quel contribuable peut comprendre qu'à ce niveau-là, cette dépense-là peut être engagée. Par contre, sur les fonctionnements internes des ligues, je ne peux pas systématiquement y pénétrer pour apporter des compléments financiers. On peut dire qu'il y a un problème. Oui, mais là, ce n'est pas le nôtre. C'est d'abord apprendre à gérer, revoir les licences, revoir les manifestations, rechercher au niveau du CNDS. Il y a une stratégie. Hein. On n'a pas la science infuse. Chacun doit se mettre aussi face à ses responsabilités. Par contre, le rôle de la région, dans le mouvement culturel, le mouvement sportif ou autre, est d'accompagner au niveau des compétitions interrégionales, internationales. Aujourd'hui, on a une palette de sportifs de haut niveau, classés parfois même au niveau mondial. On ne peut pas ne pas les accompagner. Exemple, Mehdi Metela va préparer les Jeux Olympiques. La région Guyane doit lui apporter une bourse pour se préparer. Idem pour tous ceux qui sont à la même dimension de M. Metela. Rodolphe Alexandre, deux dernières questions. Les sénatoriales, deux candidats, Antoine Karam et Georges Patient. Satisfait du résultat? C'est un choix démocratique. C'est un choix démocratique que nous reconnaissons, avec lesquels je vais travailler. Monsieur, nous n'avons pas caché notre choix autour de Monsieur Patient. Mon groupe majoritaire de la région a souhaité apporter son soutien à Monsieur Otinoé. Ça a été fait. Maintenant, au second tour, il y a eu ou il n'y a pas eu des stratégies ou des rencontres. Monsieur Karam a été élu, je le félicite, je l'ai rencontré avant-hier. On va s'asseoir autour d'une table. Nous avons commencé déjà à mettre en place les différents léons sur l'octroi de mer, sur la collectivité unique, sur les rapports avec les fonds européens. Monsieur Patient siège à la Commission européenne, donc je ne peux pas me passer de ces personnalités qui ont été élues et qui sont mandatées par les Guyanais. Vous avez l'habitude d'être franc, de dire les choses clairement. Je vous pose une question directe. On aura l'occasion d'y revenir dans les jours et les mois à venir. Question directe. Vous voulez retourner au Parti socialiste guyanais? Alors, je n'ai jamais... Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans les rumeurs et dans les campagnes. Ah non, pas de rumeurs. Non. Je vous pose une question directe. Mais je vais répondre. Hein, parce que là, c'est de la rumeur. C'est de la rumeur. Aujourd'hui, le seul acte que je vous assure qu'il n'y a aucune rumeur dans ma... Non, en tout cas, dans Cayenne ou ailleurs, je l'ai entendu. Comme vous-même. Il y a même eu des communiqués qui sont passés. Alors que moi, je n'ai jamais répondu. Donc, puisque vous me posez la question, j'y réponds. Je vous dis, il n'a jamais été question pour moi de retourner au Parti socialiste guyanais. La différence qu'il y a, c'est que je peux aujourd'hui travailler avec des personnes. Pendant un moment, peut-être chacun bloqué dans ses avatars, on va dire, d'humeur ou d'amertume, nous ne nous comprenions pas ou ne nous parlions pas. Aujourd'hui, je reconnais, après l'invitation qui m'a été faite tout récemment pour m'exprimer sur Justin Cataillé, dont je ne cache pas ma sympathie et mon ouverture d'esprit, je vous rappelle que j'ai écrit, j'ai même fait un film sur Justin Cataillé, donc il est normal en y allant que je m'exprime. De là maintenant, il y a un courant qui passe. Nous pouvons discuter en guyanais, je discute avec tout le monde. Mais pour moi, je n'ai jamais signifié mon retour au PSG. Parti que j'ai fréquenté, que j'ai aimé, pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Une page a été tournée, je suis un homme libre. Et en tant qu'homme libre, je peux aujourd'hui débattre avec eux sur n'importe quel sujet qui intéresse le collectif, qui intéresse l'intérêt de la Guyane. Le Parti socialiste guyanais est un parti puissant, vous le savez, vous y êtes pour quelque chose aussi, disons les choses franchement. La collectivité unique, c'est bientôt, vous avez besoin d'un parti fort pour vous accompagner. C'est avec Guyane 73 que vous irez? Il y a Guyane 73, il y a bien d'autres. La différence qu'il y a, M. Vernet, Guyane 73 est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Vous vouliez en faire un parti? Et pas fondamentalement. On en a débattu. C'est trop hétéroclite. Il y a des gens venant de tous les horizons. Il y a des gens venant de tous les corps de métier, de toutes les identités, toutes les communautés. En tout cas, la force du Guyane 73 est de s'appuyer sur sa diversité culturelle. Autour de ce mouvement, il y aura d'autres formations, d'autres personnalités
qui amèneront leur lot de combat, leur lot de sueur, leur lot d'énergie pour que nous puissions défendre la couleur, les forces de la Guyane. Ce n'est pas un parti politique qui fait la victoire, c'est un projet qui fait la victoire. Ce sont les leaders qui sont autour de cette personne qui amènent la force d'une réussite. Le parti, c'est la logistique, c'est le soutien, mais ce n'est pas un parti. Le soutien, c'est important pour gagner un combat. Comment? Le soutien est important pour gagner un combat. Tout à fait, mais si l'histoire a démontré qu'à ce jour, on a pratiquement réussi sur trois grands combats politiques, ça a été fait par la force des hommes et des femmes sur des programmes, sur des projets. Et les partis, même s'ils pouvaient apparaître ou être derrière, mais ce n'est pas le parti. Je crois qu'aujourd'hui, les Guyanais ont suffisamment de maturité intellectuelle, politique, de vision également pour l'aménagement de leur territoire pour comprendre qu'il faut dépasser les partis politiques. Et la chance que j'ai justement d'avoir quitté le PSG, c'est qu'en tant qu'homme libre, je pense que la Guyane n'a pas à avoir une coloration de droite ou de gauche, elle doit avoir une coloration de guyanité, de Guyanais, de responsable, d'identité amazonienne, sud-américaine. Nous devons pouvoir aujourd'hui, sur nos spécificités, sur nos valeurs culturelles, identitaires, à travers la diversité que nous avons, de nous exprimer en hommes libres. Après, nous faisons le choix de statut, nous faisons le choix du portage du développement économique pour que vos enfants, mes enfants et ceux qui viendront après puissent se retrouver dans une sphère conviviale, cordiale et responsable. Voilà comment on bâtit un pays. Allez, voilà, je vous donne le dernier mot sur quelque chose. Et là, ça reste dans une lignée, hein, depuis le temps que je vous fais des interviews. Vous n'aimez pas les rumeurs, vous n'aimez pas les cancans, et il y a des choses qui se bâtissent sur des rumeurs et des cancans. Un pays ne peut pas se bâtir là-dessus, une politique ne peut pas se bâtir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Quel message vous voulez faire passer, politiquement parlant, pour la jeunesse guyanaise sur la rumeur, le cancan? Non, une citation. Allons-y. René Jatfard, quand donc les Guyanais cesseront-ils de se cancaner? Vous prenez Vent Nouveau, vous le voyez paraître à chaque fois. C'était en quelle année? C'était en quelle année? En l'année 1947-48. On est en 2014. Quand donc la Guyane cessera de cancaner? Je pourrais vous citer même Léon Gautran-Damas. Ce n'est pas une question de rumeur, c'est une question de prise de conscience. Notre combat et la chance qu'on a avec Guyane 73, c'est d'avoir expliqué, d'avoir dit est Guyanais celui qui vit en Guyane, qui épouse la culture de la Guyane, qui investit en Guyane et qui a un message porteur sur la vision de l'aménagement de la Guyane. Ça veut dire que la Guyane est un carrefour qui accueille des cultures, des communautés, des identités, et c'est avec ça qu'on doit bâtir un pays. Quand vous allez au Brésil, vous voyez un Brésilien d'origine japonaise, d'origine chinoise, amérindienne ou autre, quand ils mettent la main sur le cœur et que le drapeau est en train de monter, il y a une seule voix qui parle. Et il faut arriver à comprendre que nous sommes une petite nation. Nous avons une histoire, nous avons une géographie, nous avons des cultures, nous avons des langues et qu'on peut bâtir un pays. Mais pour le bâtir, il faut le préparer. C'est uniquement le cadre normatif sur lequel on doit préparer un pays. Et je crois qu'avec la région, c'est une chance que nous avons parce que nous avons la main dans le cambouis. Nous savons quelles sont les communes qui ont leur endettement, quelles sont les communes qui ont des difficultés, comment lancer un plan stratégique. C'est le moment où jamais on doit préparer cela. On ne va pas à l'aventure par un simple saut dans l'inconnu. Rodolphe Alexandre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.